Chaque jour du calendrier cache des histoires connues ou non, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des faits fous, oubliés ou carrément sous-cotés. Alors aujourd'hui, on part ensemble découvrir ce que l'histoire a vraiment à nous raconter. Avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et nous, on part à la découverte de toutes ces histoires. Imaginez l'été 1372, au large de La Rochelle. L'Angleterre, alors toute puissante sur mer, envoie une imposante flotte menée par Jean de Hastings. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur adversaire, un certain Ambrosio Boccanegra, fils de marin expérimenté, a plus d'un tour dans son sac. Les galères castillanes, plus maniables, plus rapides et surtout armées de canons, vont transformer ce port tranquille en un véritable brasier. Profitant des erreurs de navigation anglaise et de la marée basse, Boccanegra piège littéralement ses ennemis. Les navires anglais, trop lourds pour manœuvrer, s'échouent et deviennent des cibles parfaites. La nuit du 22 au 23 juin, les galères castillanes lâchent leurs brûlots enflammés sur les nefs anglaises. Le résultat, des centaines de morts, un trésor de guerre perdu et surtout un coup dur pour la domination maritime anglaise. Jean de Hastings est capturé, 400 chevaliers et 8000 soldats faits prisonniers. La France, même sans y participer, jubile. Elle vient de prendre sa revanche de la bataille de l'Écluse. Mais alors, que s'est-il passé d'autre ce jour-là? Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, rêve d'un grand royaume rhénan. Mais sur sa route, il trouve les Suisses. Et croyez-moi, ces gars-là n'ont pas l'intention de se laisser faire. Après une première défaite à Grandson, Charles veut se venger. Il monte une armée immense. Avec des arbalétriers italiens, des archers anglais, des piquiers flamands, il pense pouvoir écraser la garnison suisse retranchée à Morat. Mais les confédérés sont déterminés. Le 22 juin, à l'aube, les Suisses frappent. En 3 colonnes puissantes, ils percent la fameuse haie verte, ligne défensive bourguignonne. Le chaos s'installe. Charles panique, ses troupes fuient, désorganisées, poursuivies sans pitié. Le résultat, une hécatombe. Entre 10 000 et 12 000 bourguignons périssent. Charles perd son armée, son honneur et bientôt sa vie à Nancy quelques mois plus tard. Un dicton suisse résumera tout. À Grandson, il perdit ses biens. À Morat, son courage. À Nancy, la vie. 22 juin 1815. Un nom, un empire, une chute. Napoléon Bonaparte abdique pour la seconde fois. Moins de 100 jours après son retour triomphal de l'île d'Elbe, l'homme qui avait fait trembler l'Europe se voit contraint de rendre le pouvoir, encore une fois. La cause, la défaite écrasante à Waterloo. Cette fois, ce n'est plus seulement l'armée prussienne ou britannique qui l'affronte, mais la lassitude d'un continent tout entier. Napoléon revient à Paris, pensant pouvoir mobiliser le peuple. Mais l'élan n'est plus là. Ses ennemis sont aux portes, les députés refusent de le soutenir, même ses anciens fidèles s'éloignent. Alors, à la Chambre, il annonce solennellement « Je proclame mon fils, Napoléon II, empereur des Français ». Mais ce ne sera qu'un titre fantôme. Son fils ne régnera jamais. Napoléon est poussé à quitter le pouvoir, il se réfugie brièvement à Malmaison avant de tenter une ultime manœuvre, se livrer aux Anglais en espérant obtenir l'asile. Il n'aura que l'exil. Direction Sainte-Hélène, il perdit au milieu de l'Atlantique Sud. Là, l'homme qui avait régné sur l'Europe passe ces dernières années, isolé, à dicter ses mémoires, à repenser ses batailles et son destin brisé. « 22 juin 1653. À Lodève naît un homme discret mais dont l'influence marquera tout un règne, André Hercule de Fleury. Destiné très tôt à l'église, il ne rêvait pas du pouvoir. Pourtant, il deviendra le principal ministre du jeune Louis XV. Prêtre, évêque, puis précepteur du roi enfant, il gagne peu à peu la confiance du futur souverain. Une figure rassurante, calme et rigoureuse, dans une cour agitée par les ambitions. En 1726, à 73 ans, il devient le ministre de fait du royaume. Sa politique? Stabilité, rigueur budgétaire
et la paix diplomatique. Ce n'est pas un Richelieu ni un Mazarin flamboyant, mais son œuvre est durable. Quand il meurt en 1743, Louis XV prend une décision symbolique. Il ne nommera plus jamais de Premier ministre, comme si, après Fleury, personne ne pouvait égaler cette fidélité tranquille au service du roi. Il s'appelait Henri de Glane. Né le 22 juin 1902 à Limoges, il allait devenir une légende du sport français. Pas dans le foot ou le cyclisme, mais sur le ring. Après un passage remarqué chez les sapeurs-pompiers de Paris, ce colosse au cœur tendre découvre la lutte. En 1924, à Paris, il devient champion olympique en lutte gréco-romaine, un héros national. Mais ce n'est que le début. Il part en Amérique, découvre le catch et devient une star, battant même Ed Lewis pour le titre mondial. De retour en France, il ne se contente pas de sa gloire. Il crée des clubs, forme les jeunes, fait rayonner la lutte jusqu'à Nice. Henri de Glane, c'est l'histoire d'un homme qui a su transformer un sport discret en passion populaire. Aujourd'hui encore, un tournoi porte son nom à Nice et des générations de lutteurs marchent dans ses pas. Gangster ou légende, le 22 juin 1903 naît à Indianapolis John Dillinger, l'homme que l'Amérique appellera bientôt l'ennemi public numéro 1. Braqueur de banque audacieux, évadé à 2 reprises, Dillinger devient l'icône des années noires de la Grande Dépression. Tandis que les banques ferment et que le peuple souffre, lui fait la une des journaux avec ses casses spectaculaires, ses évasions cinématographiques et son style provocateur. Certains le voient comme un Robin des Bois moderne. Mais cette popularité a un prix. Pour le FBI naissant, Dillinger devient l'exemple à abattre. Le 22 juillet 1934, il tombe dans un guet-apens à Chicago. Abattu en tentant de fuir, sa légende, elle, ne mourra jamais. Poèmes, films, romans, même Myrna Loy, star hollywoodienne, se serait secrètement intéressée à lui. John Dillinger, c'est le bandit au sourire charmeur qui a défié l'ordre, l'uniforme et l'époque. Nous sommes le 22 juin 2019, un événement presque passé inaperçu, mais qui aurait pu être bien plus dramatique. Ce jour-là, un petit astéroïde de 4 mètres, baptisé 2019 MO, entre dans l'atmosphère terrestre. Il a été repéré quelques heures seulement avant l'impact par le système de détection Atlas. L'objet fonce à travers l'espace et pénètre dans l'atmosphère au large de la Jamaïque. À 21h30, il explose, libérant une énergie équivalente à 5 kilotonnes, un tiers de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Heureusement, aucune victime, aucune infrastructure touchée. Juste une onde de choc détectée par les infrasons. Mais ce petit caillou spatial nous rappelle une chose. Nous ne sommes jamais à l'abri. Et parfois, l'espace frappe sans prévenir. 22 juin 1848. Paris s'éveille et gronde. Ce jour-là, débute l'une des insurrections les plus sanglantes de l'histoire de France, les Journées de juin. Tout commence avec une décision brutale, la fermeture des ateliers nationaux créés après la Révolution de février pour donner du travail aux chômeurs. Ils sont devenus le symbole d'un espoir social, d'une république tournée vers les plus modestes. Mais pour l'Assemblée conservatrice, c'est un gouffre financier, ou du moins, un symbole à abattre. Alors, le 21 juin, le décret tombe. Le lendemain, les ouvriers descendent dans la rue. Les premiers rassemblements éclatent et très vite, la ville se couvre de barricades. Paris se divise en 2 camps. À l'est, les insurgés, à l'ouest, les forces du pouvoir. Pendant 4 jours, du 22 au 26 juin, la capitale devient un champ de bataille. Les insurgés, mal armés mais déterminés, affrontent 60 000 soldats et gardes mobilisés par le général Cavaignac. C'est une guerre civile en plein Paris. Les combats font rage rue par rue, quartier par quartier, le Panthéon devient un bastion ouvrier. Monseigneur Affreux, archevêque de Paris, tente une médiation. Il est abattu sur une barricade. La répression est féroce. 4000 morts, des milliers de déportés en Algérie. Karl Marx y voit la première grande lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Tocqueville, lui, parle de la plus grande insurrection jamais vue en France. Une fracture, une blessure et un tournant. La République change de visage, abandonne ses promesses sociales. Et bientôt, Louis-Napoléon Bonaparte viendra mettre fin à cette deuxième République, trop fragile et trop divisée. Et voilà pour ce 22 juin. Entre des batailles navales jusqu'à des bouleversements sociaux, c'est une date qui nous montre tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus surpris. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.